écrivain, philosophe, passionné de théâtre. Dans Le père de famille, tout est centré autour de la figure du père. Monsieur d'Orbesson. Saint-Albin, un jeune homme de bonne famille, est amoureux, contre les vœux de son père, amoureux de Sophie, une jeune ouvrière d'origine inconnue dont il a fait la connaissance. Il veut contracter un mariage inférieur à sa condition. Pour arriver jusqu'à Sophie, qui, logée au 5e étage du pauvre monde de son travail, il a revêtu les habits d'un ouvrier et a fait acquérir ses services sous son nom. Lorsque son père apprend s'être équipé, il en est très ému et essaie de faire revenir son fils sur sa détermination. Monsieur d'Orbesson, le père de famille, doit faire face à la rébellion de son fils. Celui-ci oppose les droits de l'amour Aux droits de la famille. Un père en colère, un père muet. conflit de génération, voyez plutôt. Ah, si j'osais répondre. Vous me le permettez? Lorsque vous avez voulu ma mère, lorsque toute la famille se souleva contre vous, lorsque mon grand-papa vous appela fils indigne et que vous l'appelâtes au fond de votre âme père cruel, qui de vous deux avait raison? Ma mère était vertueuse et belle comme Sophie. Elle était sans fortune comme Sophie. Et vous l'aimiez comme j'aime Sophie. Souffrez-vous, mon père, qu'on vous l'arracha? Et n'ai-je pas un cœur aussi? Qui sait encore ce qu'est Sophie? Des ressources. L'amour, l'indigence m'en fourniront. Ne la point avoir est le seul que je redoute. Je ne crains pas de perdre votre tendresse, je la recouvrerai. Vous verrez couler les pleurs de Sophie. J'embrasserai vos genoux. Mes enfants vous tendront leurs bras innocents et vous ne les repousserez pas. L'autorité. L'autorité. Ils n'ont que ce mot. C'est ainsi qu'ils nous aiment. S'ils étaient nos ennemis, que feraient-ils de plus? Ils se croient sages parce qu'ils ont d'autres passions que les nôtres. Ils nous ont donné la vie que pour en disposer. La remplissent d'amertume. Et comment seraient-ils touchés de nos peines? Ils y sont faits. Les pères, il n'y en a point. Il n'y a que des tyrans. Oui, des tyrans. Dans cette histoire, je joue Lida Pechova, une jeune fille bien élevée. Dans cette histoire, moi, je joue Lida Pechova, une fille bien élevée. Dans cette histoire, je joue Irina Pechova, une mère élevant ses filles. Je suis une mère d'un genre nouveau. Oui, je me comporte davantage comme une amie que comme une mère, car je ne veux pas que mes filles aient des complexes et des déformations. Je sais éduquer. Attention, Lida. Aïe, 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 ça recommence. Oui, maman. Que se passe-t-il dans ta tête? Rien. Et dans ton cœur? Rien, maman. Je n'en suis pas si sûre. Rien, maman, vraiment. Lida, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas?
Alors pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe dans ta tête? Je te l'ai déjà dit, maman, rien d'extra spécial. Et dans ton cœur? Rien, maman. Je n'en suis pas si sûre. Rien, maman, vraiment. Lida, tu peux tout me raconter, cela te fera du bien. Je ne sais pas ce que je pourrais te raconter. Eh bien, ce qui se passe dans ta tête. Maintenant, c'est tout dégommé, maman. Alors dans ton cœur? Pareillement. Rien? Rien. Alors pourquoi tu fais cette tête, hein? Je ne te comprends pas. Tu ne comprends donc pas, Lida, que je veux te comprendre et t'aider? Tu comprends? Je comprends, maman. Mais s'il te plaît, arrête. Lida, tu ne comprends donc pas qu'en tant que mère, je veux être ta meilleure amie, celle à laquelle tu peux raconter tout ce qui te tourmente. Et toi, tu me demandes d'arrêter. Tu ne parlerais jamais comme ça à ta meilleure amie. Tu lui dirais... Va voir ailleurs si j'y suis. Comment? Comme ça? Comment tu parlais à ta mère? Mais non, maman. Je te disais pas ça à toi. Non? Et qu'est-ce que tu viens de faire? Excuse-moi, maman. J'ai juste dit ce que j'aurais dit à ma meilleure amie si elle m'avait dit ce que tu me dis. Lida, c'est pas vrai, tu dis ça comme ça. Oui, maman. Je sais. Mais Lida, il faut que tu comprennes que nous faisons tout ça parce que nous t'aimons et que nous ne voulons que ton bonheur. Notre bonheur. Votre bonheur. Ah, la bonheur. Arthur Schnitzler, né à Vienne en Autriche en 1862. Stefan Zweig, né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche. Il jugeait que la littérature n'est pas la vie, qu'elle n'est qu'un moyen d'exaltation de la vie, un moyen d'en saisir le drame de façon plus claire et plus intelligible. Il n'y a pas d'amour heureux chez cet auteur, qui explore à petits coups de scalpel les sentiments trop péniblement refoulés, les désirs obscurs, les passions jamais pures, même s'il s'agit de l'amour de Beate pour son fils. Dans Destruction d'un cœur, c'est une fois de plus la cruauté des rapports entre générations, mais aussi l'intelligence immédiate des enfants face aux choses de la vie, ou le refus de vieillir. Oui, mesdames et messieurs, c'est cela que Stefan Zweig met en scène. Madame Beate et son fils, elle a toujours voulu être non seulement la mère, mais aussi l'amie, la confidente. Or, Hugo traverse sa première crise sentimentale et devient brusquement un étranger, silencieux et fermé. Destruction d'un cœur, un père, un vieil homme, qui ne se résout pas à admettre que sa fille devienne adulte. Il se laisse alors consumer par une jalousie qui peu à peu l'isole de ses semblables. Une mère, veuve depuis 5 ans, qui ne vit plus que pour son fils unique, Hugo, se trouve intimidée, perplexe devant cet être nouveau pour elle. Écoutez plutôt.
Entre-temps, y avait-il donc, depuis l'époque où, à la sortie de l'école, il la conduisait chez le pâtissier, dans sa petite robe bleu pâle, et où il recevait un baiser de ses lèvres encore tout en sucré. N'était-ce pas hier que cela se passait? Non, c'était il y a des années de cela. Mais avec quelle voix d'enfant? Hier, oui, hier encore, elle l'avait supplié de lui acheter ce sweater bleu et or qui faisait chanter ses reflets chatoyants dans la vitrine. Petit papa, je t'en prie, a-t-elle dit avec cet air joyeux, sûr de sa force, auquel il ne pouvait jamais résister. Jamais. Jamais. Sur ce banc, Madame Béate s'était assise souvent à côté de son mari Ferdinand, tandis que leur enfant, sous le tendre regard de l'épape, faisait le fou en jouant à la balle ou au cerceau à travers le jardin. Et sa raison avait beau lui dire que cet enfant qui dormait là dans la chambre voisine était le même enfant qu'il y a peu d'années encore courait dans le jardin. Son cœur ne pouvait pas le comprendre. Pas plus qu'il ne pouvait comprendre que Ferdinand pût être mort. Et maintenant voilà qu'elle dit pas de la porte paternelle. Elle se glissait dans le lit d'un étranger et s'y roulait, ardente et nue. Mon Dieu, soupirait le vieil homme. Quelle honte, mon enfant, ma tendre enfant, si choyée dans les bras de n'importe qui. Dans les bras de qui? Qui cela peut-il être? Nous ne sommes arrivés ici à Gardonne que depuis 3 jours. Et déjà, elle aurait... Non, ce n'est pas possible que ce soit le premier. Cela a déjà dû commencer avant, et je n'en savais rien, fou que j'étais. Il faut fieffer. Fou, fieffer. Fieffer. Autrefois, elle avait aimé à caresser la pensée d'être pour lui quand il serait grand, non seulement une mère, mais aussi une amie et une confidente. Et jusqu'à ces derniers temps encore, où tout en lui avouant ses petites fautes d'écolier, il lui confessait aussi ses premières amourettes enfantines, elle avait pu s'imaginer qu'un si rare bonheur maternel serait son partage. Partage. Que sais-je donc d'elle, à vrai dire? Tous les jours, je passe 14 heures par jour dans mon bureau, tout aussi longtemps qu'autrefois, quand je parcourais les routes avec ma valise d'échantillons. Je ne pense qu'à gagner de l'argent pour elle. De l'argent, afin qu'elle ait de belles robes et qu'elle soit riche. Et le soir, quand je rentre chez moi accablé, harassé de fatigue, elles sont parties. Au théâtre, au cinéma, dans des sociétés. Que sais-je donc d'elles et de ce qu'elles font pendant tout le jour? Je ne sais qu'une chose, c'est que mon enfant, la nuit, va trouver les hommes comme quelqu'un de la rue. Quelle honte! Quelle honte! Ainsi, Béate s'était permis d'espérer qu'Hugo la prendrait pour confidente de ses sentiments et que de la sorte elle serait en mesure, par ses conseils et son intervention, de le préserver de plus d'un péril et de plus d'un tourment de jeunesse. Mais aujourd'hui, l'expérience prouvait que ce n'était là que des rêveries d'un cœur maternel trop gâté. Car, à la première crise sentimentale qu'il traversait, Hugo se montrait étranger et fermé, et sa mère était là, intimidée et perplexe, devant un être nouveau pour elle. Nouveau pour elle. Et pourquoi est-ce que je supporte tout cela? Toujours j'ai été faible vis-à-vis d'elle. J'étais si fier de leur rendre la vie facile, alors que déjà la mienne était perdue. Je n'ai bientôt plus été assez élégant pour elle, trop peu cultivé. Et où donc pourrais-je plus acquérir de la culture? Dès l'âge de 12 ans, on m'a sorti de l'école, et il a fallu que je gagne ma vie. Ma vie.
Ma vie. Béate rentra rapidement dans la chambre, avec l'irrésistible besoin de voir son fils et de s'entretenir avec lui. Elle ouvrit avec précaution la porte, mais s'aperçut avec effroi que la pièce était vide. Hugo avait disparu. Ma vie. Disparu. Ma vie. Disparu. Ma vie. Hermann Hesse, Prix Nobel de littérature. né le 12 juillet 1877 à Calais, petite ville allemande au pied de la forêt noire. La vie de chacun est un chemin vers soi-même. L'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. Chacun, cependant, tend à le devenir. L'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière. Chacun comme une. Demian paraît en 1919 et raconte l'histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair, le roman d'une adolescence. Le thème de l'étranger, qui ne peut pas craindre de se séparer de la société, d'être en dehors et au cœur du texte. Demian enseigne à Émile à ne pas suivre l'exemple de ses parents, à se révolter pour se trouver. Deux mondes. Je commence mon histoire par un événement où, âgé de 10 ans, je fréquentais le petit gymnase de notre ville. Là, deux mondes se croisaient. De deux pôles venaient le jour et la nuit. L'un de ces mondes était la maison paternelle. Mais il était même encore plus étroit. À proprement parler, il ne comprenait que mes parents. Ce monde m'était en grande partie bien connu. Il se nommait père et mère, il s'appelait amour et sévérité, exemple et école. Une lumière encore plus douce l'éclairait, la clarté et la propreté le caractérisaient. À la maison, les paroles étaient douces et amicales, les mains bien lavées, les vêtements propres, les manières polies. L'on y chantait le choral du matin et l'on y fêtait la fête de Noël. Dans ce monde-là, il y avait des lignes droites et des chemins qui conduisaient à l'avenir. Il y avait le devoir et la faute, la mauvaise conscience et la confession, le pardon et les bonnes résolutions, l'amour et le respect, la parole sainte et la sagesse. C'est dans ce monde-là qu'il fallait demeurer pour que la vie fût claire et nette, belle et bien ordonnée. L'autre monde, par contre, qui commençait déjà dans notre maison même, était complètement différent. Il y avait une autre odeur, un autre langage, d'autres promesses et exigences. Dans ce deuxième monde, il y avait des servantes et des artisans, des histoires de revenants et des bruits scandaleux, un flot bigarré de choses monstrueuses, attirantes, effrayantes, énigmatiques s'y découlaient. Il y était question d'abattoirs et de prisons, d'ivrognes et de femmes querelleuses, de vaches qui vélaient, de chevaux qui étaient abattus, de vols, de crimes. Et, fait étrange, les deux mondes étaient si proches qu'ils se touchaient. Certes, je faisais partie du monde clair et juste, j'étais l'enfant de mes parents, mais partout où je dirigeais mon regard, partout où je tendais l'oreille, l'autre monde manifestait sa présence, et je vivais aussi en lui.